Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Bienvenue dans cet épisode 28 de Tsunami IA et je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour discuter d'intelligence artificielle et de toute l'activité qu'il y a autour de ce sujet. Alors cette semaine je vais faire un petit peu plus court puisque j'enregistre un petit peu tard, mais voilà, je ne vous ai quand même pas oublié et j'avais vraiment envie de revenir avec vous sur les différentes actualités, surtout qu'on a eu pas mal de choses intéressantes, mais bon, j'ai l'impression que chaque semaine il y a toujours des nouvelles choses hyper pertinentes qui sortent sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et donc sans plus tarder, on va commencer par une première news qui concerne l'armée américaine qui en fait a marqué une première en mettant en compétition son jet X-62A Vista, qui est une version autonome du F-16 contre un F-16 piloté par un humain. Et ce test a été réalisé en fait en collaboration avec la DARPA et il visait à évaluer les capacités de combat aérien d'une intelligence artificielle face à un pilote humain. Donc le programme ACE de la DARPA qui étudie l'intégration de l'IA dans les stratégies de combat aérien a conduit à ces essais. Vista a démontré des compétences en manœuvre offensive et défensive atteignant des vitesses jusqu'à 1930 km/h et volant à des distances minimales de 610 mètres de son adversaire. À travers 21 vols d'essais de décembre 2022 à septembre 2023, l'expérience n'a pas seulement cherché à déterminer le vainqueur des affrontements, mais surtout à prouver la fiabilité et la sécurité de l'IA dans les contextes de combat aérien critiques. Ces tests ouvrent la voie à l'utilisation future d'avions de combat collaboratifs sans équipage, pouvant exécuter des missions aux côtés d'avions pilotés comme les F-35 dans des opérations allant des frappes aériennes à la reconnaissance. Le secrétaire de l'Air Force Frank Kendall prévoit d'ailleurs de faire un vol à bord du Vista IA d'ici quelques temps. Et ça, on en avait parlé dans l'épisode précédent. Donc voilà, effectivement, dans l'épisode précédent, il avait juste annoncé de façon qu'il allait faire un vol dans un F-16 autonome dans les prochains mois à venir. Et donc là, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils nous ont carrément donné des infos comme quoi ils ont fait des tests de combat aérien avec ces F-16 pilotés par intelligence artificielle et qu'a priori c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc on sait depuis un moment que l'intelligence artificielle est utilisée notamment dans les drones, pour piloter ces derniers de façon autonome. Donc là c'est intéressant de voir que c'est utilisé aussi directement dans des avions qui sont habituellement pilotés par des pilotes et voilà, j'imagine que l'intérêt principal aussi qu'il peut y avoir pour l'armée, c'est de pouvoir envoyer un avion sans forcément avoir besoin de pilote et que l'intelligence artificielle, elle ne va pas se fatiguer, elle ne va pas subir aussi les jets qui sont la gravité que chaque pilote va ressentir de façon décuplée en fonction de sa vitesse et des virages qu'il va prendre. Ça, l'intelligence artificielle, elle va pas le subir, donc on pourrait imaginer des intelligences artificielles capables de faire des manœuvres qui ne seraient pas possible pour un homme, qui serait tout simplement qui serait KO à cause des jets qu'il subirait. Donc voilà, je ne doute pas de l'intérêt militaire qu'il peut y avoir là-dessus et on voit qu'en tout cas il y a des avancées qui se font là-dessus du côté de l'armée américaine. Ensuite, on a une avancée toujours du côté des États-Unis avec Microsoft qui a introduit le VASA 1 qui est une IA capable de transformer une photo ou une vidéo en une vidéo où le sujet parle ou chante même en synchronisation avec un audio. Utilisant des images générées par des outils comme DALL-E 3 et des clips audio, VASA 1 produit des vidéos ultra réalistes avec mouvement de tête et expression faciale. Ce modèle se distingue par son réalisme et sa qualité surpassant les méthodes précédentes. Il a même animé la Mona Lisa, illustrant sa capacité à manipuler des images non générées par IA et à gérer des audios dans différentes langues. Malgré les potentialités positives de VASA 1, comme l'amélioration de l'accessibilité et de l'éducation, Microsoft souligne sa vigilance contre les risques de deepfake et l'utilisation malveillante de l'IA en s'opposant à la création de contenu trompeur. Donc voilà, ils nous ont publié cette techno qui a l'air hyper intéressante. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur YouTube en cherchant Microsoft VASA 1. C'est hyper impressionnant, avec une simple image, ils arrivent à faire vraiment une animation vidéo hyper qualitative. On avait parlé d'une équipe de chercheurs de Alibaba qui avait aussi travaillé sur quelque chose d'assez similaire. On a quelque chose d'assez proche. Là, il y a vraiment cet effet un petit peu 3D où la tête peut vraiment plus bouger. Le projet qu'avait fait l'équipe des chercheurs d'Alibaba, il permettait de faire une très belle animation au niveau surtout des lèvres, etc.
Mais on n'avait pas tellement ce côté 3D où le visage pouvait tourner un petit peu de gauche à droite. Là, avec ce papier de Microsoft, on a vraiment cet effet 3D, et c'est hyper impressionnant, puisque c'est de la 3D qui est générée à partir d'une seule image 2D de la personne, voire même d'un personnage, voilà, ou d'une peinture ou autre. Et voilà, c'est assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Il y a encore des petits défauts, on peut encore voir voilà, clairement que c'est quelque chose qui est généré si on a un petit peu l'œil. Mais voilà, c'est hyper impressionnant, et effectivement, c'est quelque chose qui va énormément faciliter les deepfakes, et c'est pour ça que pour l'instant c'est juste un papier de recherche qui est publié avec des exemples de démonstration, mais que l'outil n'est pas disponible, puisque voilà, on n'a pas forcément envie que ce genre d'outil puisse tomber entre de mauvaises mains. Ensuite, la prochaine news, qui était un petit peu la grosse news de cette semaine, c'est la sortie de Llama 3, donc le modèle de Meta, donc qui a intégré Llama 3, son modèle de traitement de langage de pointe, dans Meta AI, un assistant intelligent visant à révolutionner la manière dont les utilisateurs accomplissent des tâches et créent et se connectent. Llama 3 disponible en version 8B et 70B, donc 8B pour 8 billions, donc 8 milliards de paramètres, et 70B pour 70 milliards de paramètres, donc c'est la petite et la grosse version. Il promet d'offrir des capacités et la flexibilité nécessaires pour le développement d'applications IA, y compris pour la programmation et la résolution de problèmes complexes. Donc Llama 3 a des performances accrues avec sa compréhension nuancée du langage, la généralisation de dialogue et la traduction et la gestion des tâches complexes grâce à une meilleure scalabilité et des processus post-entraînement raffinés qui réduisent les taux de refus injustifiés. Voilà, il y a eu pas mal d'innovations dans son développement. Ce qui est intéressant, c'est que Llama 3 il a été formé sur un ensemble de données 7 fois plus grand que Llama 2, et il a été fait entraîner avec 4 fois plus de code, donc pour ceux qui font du développement, il devrait être bien plus performant. Et pourquoi c'est intéressant, parce que Llama 3 c'est un modèle qui est open source, et donc du coup qui va être disponible de tous, et qui pourra être réutilisé, qui peut être d'ailleurs réutilisé par d'autres entreprises. C'est autorisé. Alors la licence de Llama 3 elle est un petit peu spécifique. En gros, on peut avoir une utilisation commerciale, sauf à partir d'un certain nombre d'utilisateurs. Je crois que c'est à partir de 700 millions d'utilisateurs, si je dis pas de bêtises. En tout cas, à partir d'une taille qui est tellement grande qu'en fait, ça s'adresse juste aux géants comme Microsoft, Google, TikTok et compagnie. Llama 3, sinon pour n'importe quelle autre personne, n'importe quelle autre entreprise, c'est quelque chose qui est du coup utilisable, y compris commercialement. Donc ça c'est super intéressant parce que la communauté du coup, notamment open source, va pouvoir s'accaparer le modèle, le manipuler pour pouvoir avoir des modèles peut-être un petit peu plus différents, le fine-tuner pour avoir des effets un petit peu différents, et puis surtout, a priori, dans les premiers benchmarks qui sont sortis, Llama 3, il a un niveau qui serait proche des premières versions qu'on pouvait avoir avec ChatGPT, et il serait actuellement tout simplement le meilleur modèle open source, même si on attend un petit peu de voir les modèles fine-tunés de Mixtral, la nouvelle version de Mixtral qui est sortie la semaine dernière, 8x22b, qui du coup pour l'instant est aussi a priori assez qualitative. On va un petit peu attendre de voir tout ça, mais ce qui est très intéressant là-dedans pour moi, c'est que aujourd'hui on va se retrouver avec des modèles open source, donc accessibles de tous. Faudra juste avoir un petit peu de puissance de calcul quand même pour les faire tourner, mais qui seront accessibles de tous et qui du coup auront un niveau équivalent du niveau de ChatGPT 4 à ses débuts. Donc ça c'est hyper intéressant, ça va pouvoir permettre à plein de personnes d'intégrer un large language modèle dans plein d'autres situations, et tout ceci a un coût plus ou moins assez faible, puisque le modèle déjà est disponible open source, et puis a priori il va pas non plus demander trop de puissance de calcul quand on va lui demander de faire des inférences, donc quand on va lui demander de nous faire des réponses. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer. En attendant, vous pouvez le tester déjà sur Hugging Face. J'en parlerai d'ailleurs dans mon utilisation de l'IA de la semaine pour voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Pour moi, le petit défaut pour l'instant qu'il a, c'est sa fenêtre de contexte qui est seulement de 8000 tokens. Donc ça c'est assez faible. Et j'espère qu'ils seront capables en tout cas de faire des versions avec des fenêtres de tokens plus élevées, puisque c'est quand même ce qui permet de traiter notamment des textes assez volumineux, ce genre de choses. Et donc toujours pour rester dans cette news qui concerne Meta, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont non seulement lancé Llama 3, mais ils ont aussi intégré toute une nouvelle plateforme qui s'appelle Meta.ai,
Malheureusement pour l'instant indisponible en France, disponible uniquement aux États-Unis et au Canada, mais vous pouvez facilement y accéder avec un VPN. Ça demande pas besoin, vous n'avez pas besoin de vous connecter ou autre. Et donc Meta.ai, c'est quoi? C'est un portail qui va vous permettre tout simplement de discuter directement avec Llama 3. Et de pouvoir un petit peu le tester. Pour l'instant, il marche surtout en anglais. En français, c'est pas encore trop ça. Je pense que voilà, il a pas encore été fine-tuné pour travailler sur d'autres langues. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont faire avant de le lancer, notamment en Europe. Mais voilà, ça vous permet déjà de mettre un petit peu la main dessus. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'ils l'ont intégré à toutes leurs applications, donc à WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger aux États-Unis. Voilà, ça va permettre aux personnes notamment de faire des recherches sur WhatsApp, sur Instagram, de discuter directement avec Llama 3 pour avoir des interactions. Donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur les autres applications puisque pour l'instant c'est disponible qu'aux États-Unis. Mais voilà, c'est quelque chose qui devrait aussi arriver prochainement chez nous. Et en attendant, par contre, j'ai pu un petit peu tester la version de Llama 3 dont je vous parlerai dans mon utilisation de l'IA de la semaine. La prochaine news concerne Boston Dynamics, qui est donc la société propriété de Hyundai qui a annoncé le retrait de son célèbre robot Atlas qui fonctionnait de façon hydraulique pour le remplacer par une nouvelle version électrique. Cette évolution bien que semblant mineure marque une avancée significative. Le nouvel Atlas est plus mince et bénéficie d'une amplitude de mouvement accrue, ouvrant la porte à de nouveaux cas d'utilisation et environnement de travail pour les robots humanoïdes. Bien que les détails sur le nouveau Atlas restent flous, il est prévu qu'il soit d'abord déployé dans les usines de Hyundai avant d'être proposé plus largement sur le marché. Cette innovation suscite un grand intérêt, notamment dans le contexte d'une course au développement de robots humanoïdes capables de tâches ménagères et de support émotionnel, menée par plusieurs startups comme Figure, dont on avait parlé d'ailleurs avec une démo. Ils sont en partenariat avec OpenAI, Agility, mais aussi Tesla. L'intégration de l'intelligence artificielle jouera un rôle crucial dans l'évolution des robots, leur permettant de passer de la réalisation de tâches répétitives à l'apprentissage et à l'exécution de fonctions plus complexes sans programmation directe. Donc voilà, c'est vrai que Boston Dynamics sont très bons en robotique, et avec l'avancée qu'on fait sur l'intelligence artificielle, on pourrait très bien voir des robots de plus en plus capables de faire des choses assez étonnantes pour nous. Et on en avait parlé dans un épisode précédent, on avait eu une démonstration de justement l'entreprise Figure qui avait fait une petite démo avec leur robot connecté à ChatGPT, qui était capable de voir les choses et puis de comprendre pas mal de choses et de discuter directement avec un humain, avec un temps de latence qui était tout à fait acceptable. Ensuite, on a une nouvelle qui concerne l'intelligence artificielle qui s'attaque aux jeux vidéo. Alors en fait, des chercheurs de Chine et de Singapour ont exploré des capacités d'une intelligence artificielle à jouer à Red Dead Redemption 2. Donc Red Dead Redemption 2, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo open source qui est sorti sur toutes les dernières consoles et qui en fait est justement un très bon exemple d'un jeu vidéo contemporain. Et qu'est-ce qui est intéressant en tout cas avec ce qu'ont fait ces chercheurs, c'est qu'ils ont justement essayé de mettre en lumière les progrès et les défis que pouvait avoir l'avancée vers l'intelligence artificielle générale en se mettant dans le contexte du jeu vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un environnement qui est assez contrôlé et dans lequel il y a beaucoup de choses à comprendre et gérer. L'intérêt en tout cas d'un jeu comme Red Dead Redemption 2, c'est que c'est un jeu qu'on appelle un open world, où on a un monde ouvert avec pas mal de choses qui peuvent se passer, avec pas mal d'événements qui peuvent être aléatoires, et donc pour une intelligence artificielle, réussir à comprendre ce type d'environnement et à prendre des décisions en fonction, c'est quand même déjà un challenge assez important. Donc les défis majeurs auxquels les chercheurs ont dû se frotter, ça a été d'abord justement de bien gérer la gestion de la vision. Donc pour ça ils ont utilisé GPT-4 Vision pour bien reconnaître les images qui provenaient du jeu vidéo, notamment reconnaître les obstacles qu'il pouvait y avoir ou autres. L'un des problèmes qu'ils ont eu, c'était la spatialisation visuelle justement, qui était un petit peu insuffisante avec GPT-4 Vision, mais malgré cela, ils ont quand même réussi à faire jouer ce modèle dans le jeu, et ils ont réussi à faire la majorité des quêtes du jeu vidéo sans problème avec cette intelligence artificielle. Donc ce modèle du coup qui a été dénommé Cradle, il se distingue par sa capacité à apprendre et progresser dans le jeu sans accès à l'état interne du jeu ou à une API, donc simulant ainsi la manière dont un humain aborde le jeu. Ce framework vise non seulement à enrichir l'expérience dans le jeu, mais aussi à étendre ses capacités à divers logiciels. Cette recherche souligne l'ambition de réaliser une
interaction intelligente et autonome avec les ordinateurs, posant la pierre angulaire pour des avancées futures dans le domaine de l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale. Et c'est vrai que je pense que le jeu vidéo est un très bon terrain d'exercice pour les chercheurs. Ça permet d'avoir des environnements qui pourraient ressembler à un petit peu à notre monde, hein. En tout cas ils partagent certaines choses en commun. Et c'est intéressant parce qu'on ne donne pas forcément les règles à l'intelligence artificielle, on lui donne juste un retour d'image, des contrôles, et on va la laisser un petit peu se débrouiller avec ça pour qu'elle comprenne son environnement et puis qu'elle puisse atteindre certains objectifs. Et c'est quelque chose qui serait très pertinent justement pour ensuite faire progresser la partie réflexion de l'intelligence artificielle pour la faire progresser vers une éventuelle intelligence artificielle générale. Donc intéressant de voir que ces chercheurs ont travaillé et bien avancé sur ce sujet. Ensuite on a une news qui concerne le comité international olympique, le CIO, qui a dévoilé sa stratégie pour intégrer l'intelligence artificielle dans le sport, visant à moderniser les Jeux olympiques et à renforcer leur pertinence. Lors d'un événement à Londres, Thomas Bach, le président du CIO, a souligné la volonté de l'organisation d'exploiter le potentiel de l'IA de manière responsable pour identifier des athlètes prometteurs, personnaliser les méthodes d'entraînement et améliorer l'équité des Jeux grâce à un meilleur jugement. La stratégie IA du CIO inclut également la protection des athlètes contre le harcèlement en ligne et l'amélioration de l'expérience de visionnage pour les téléspectateurs. Des projets spécifiques à l'IA seront déployés lors des Jeux Olympiques de Paris et un groupe de travail sur la technologie a été formé pour encourager son adoption dans le sport. Cependant, l'utilisation de l'IA pour la sécurité à Paris a notamment avec des caméras dotées d'IA pour identifier des risques, a suscité des inquiétudes en matière de confidentialité. Bach a précisé que la responsabilité de la sécurité repose sur les autorités du pays hôte et a exprimé sa confiance dans les mesures prises par la France. Et enfin, on a Lynn Sevon, qui est une célèbre skieuse, qui a partagé son enthousiasme pour les outils alimentés par l'IA, soulignant leur potentiel pour améliorer les performances sans remplacer les athlètes et les entraîneurs. Le CEO en partenariat avec Intel, a également exploré l'utilisation de l'IA pour découvrir de nouveaux talents dans des régions comme le Sénégal, où l'analyse de l'IA de la capacité athlétique de milliers d'enfants a permis d'identifier 40 talents prometteurs. Tout en reconnaissant les avantages de l'IA, le CEO reste prudent quant à son utilisation, Bach insistant sur l'importance de ne pas laisser les machines décider de la carrière des jeunes athlètes. Cette stratégie vise à exploiter l'IA pour enrichir le monde du sport tout en abordant les défis éthiques et techniques que cela implique. Donc voilà, une nouvelle assez intéressante qui nous parle du comité des Jeux Olympiques, et je trouve ça assez intéressant la façon dont aujourd'hui, à chaque fois qu'on va avoir là en l'occurrence c'est un comité olympique, mais c'est un peu la même chose aussi avec les entreprises où elles vont faire des grosses avancées sur l'intelligence artificielle. Vont dire voilà, on a mis ça en place, elles vont toujours à chaque fois marcher sur des œufs en disant que le but c'est de surtout pas remplacer l'humain, de faire toujours attention, de bien garder les décisions en place, etc. En nous faisant un très long laïus pour se dire attention, l'IA n'est pas là pour vous remplacer. Je pense que c'est le sujet qui va faire vraiment peur aux personnes et qui va potentiellement lancer des levées de boucliers, mais n'empêche, ça les empêche pas derrière de lancer ces outils-là et d'essayer de faire des avancées avec. Et là voilà, on voit qu'a priori ils auraient repéré potentiellement des sportifs via l'intelligence artificielle. Donc clairement, c'est quelque chose qui pourrait paraître dystopique, hein. Dans certains cas, on se dirait on se retrouve à analyser des milliers d'enfants pour savoir lequel sera un futur champion, mais en même temps, il faut aussi se rendre compte que aujourd'hui, les athlètes, lorsqu'ils sont repérés, ils sont repérés via les écoles, via des fois des entraîneurs, des sportifs qui vont remonter les infos comme quoi un enfant a un certain talent dans un certain sport. Donc là, il faut s'imaginer que c'est des choses qui vont être aussi possibles grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est juste que il y a cet aspect-là où l'intelligence artificielle peut avoir accès à toutes les données et toutes les analyser. Donc c'est ce côté-là qui peut parfois, je pense, rendre le tout un petit peu effrayant et nous donner un aspect un petit peu dystopique. Mais bon, on verra comment justement ce genre de technologies seront utilisées et puis à quel point elles seront présentes ou non. Et à quel point l'humain gardera un facteur décisionnel là-dedans. Je pense que dans un premier temps, on a tous envie que le facteur décisionnel de l'humain reste important, puisque se dire que le destin d'un champion est décidé par une intelligence artificielle, je pense que pour l'instant, on n'en est pas encore prêt. Ensuite, on a une news qui concerne des chercheurs du National Institute of Health qui ont développé un outil IA utilisant l'ARN séquencé de cellules individuelles pour prédire la réponse au traitement
traitement du cancer, offrant une approche plus précise pour assortir les patients aux médicaments. Cette recherche a été publiée dans Nature Cancer le 18 avril et elle introduit une méthode capable de distinguer les réactions des différentes sous-populations cellulaires dans les tumeurs potentiellement améliorant l'efficacité des traitements. Utilisant le transfert d'apprentissage, l'outil a prédit avec succès les réponses aux médicaments sur des données de patients réels, marquant un progrès vers un traitement plus ciblé et personnalisé du cancer. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc ils ont été capables de prédire le résultat que certains médicaments pouvaient avoir avec certains cancers et montrer que ces données étaient corrélées avec la réalité. Donc je pense que c'est le genre de progrès qu'on veut voir avec l'intelligence artificielle. Ça va nous permettre de pousser les choses beaucoup plus loin dans la personnalisation, et avec les données qu'on aura et cette capacité de l'intelligence artificielle à traiter énormément de données et à voir les corrélations et à y faire des liens pertinents, pouvoir notamment avoir un traitement médical bien plus adapté à la personne. Et ça c'est hyper intéressant. Je pense qu'on ait des progrès là-dessus. Ensuite, on a une news qui concerne Drake, qui a sorti un morceau sur Twitter ou Instagram, un petit doute, je sais plus, je vous retrouverai la source, que je vous mettrai en lien. De toute façon, le morceau est disponible aussi sur YouTube. Et pourquoi ce morceau est intéressant ? De toute façon, je pense que ce qu'on va faire, c'est que j'essaierai de vous mettre un petit extrait dans le podcast. Mais pourquoi il est intéressant ? Parce que, tout simplement, il a utilisé les voix de Tupac et de Snoop Dogg qui ont été générées par intelligence artificielle. Donc le but du morceau, c'était de s'adresser à Kendrick Lamar, parce que je crois qu'il y a une grosse rivalité entre les deux en ce moment. Moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet-là, c'est surtout que la voix de Snoop Dogg et celle de Tupac a été synthétisée via une intelligence artificielle. Je sais pas comment tout ça finira. Je sais pas si Drake avait l'autorisation de Snoop Dogg, parce que sur Tupac, on va dire que là, c'est peut-être un peu plus compliqué, puisque je sais pas s'il y a des ayants droit ou autre, mais vu qu'il est décédé, je pense que c'est pas la même chose. Mais en tout cas, sur Snoop Dogg, il a quand même du coup utilisé la voix d'une personne qui existait pour en faire un couplet dans un morceau qu'il a créé. Donc je sais pas où tout ça arrivera. Je pense pas que ce soit un morceau officiel qui sortira dans un album ou quoi. C'est un morceau freestyle, donc je pense que y a pas vraiment il prévoit pas de déposer le morceau ou de gagner de l'argent là-dessus. C'est plus pour créer le buzz, pour l'utiliser en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper intéressant de voir que de très grands artistes sont en train de s'accaparer aussi l'intelligence artificielle et qui sont en train de l'utiliser pour créer. Donc même si là pour l'instant c'était pas un morceau officiel, je pense que c'est des choses qui risque d'arriver très rapidement. Et d'ailleurs, ça nous amène à la news suivante qui concerne la fuite du dernier album de Taylor Swift, qui a déclenché une vague de spéculation de certains fans qui ont suggéré que des pistes étaient générées par intelligence artificielle en raison de paroles inhabituelles. Toutefois, à la sortie officielle de l'album, il s'est avéré que l'album, y compris les paroles en question, étaient authentiques, exacerbant le débat sur l'impact de l'IA dans la musique. Cet épisode illustre la confusion croissante face à l'IA, capable de créer des œuvres ressemblant à celles des artistes reconnus, et souligne une méfiance grandissante envers les contenus numériques où l'IA peut à la fois fasciner et dérouter les auditeurs. Donc c'est hyper intéressant. D'un côté, on a Drake, il crée un petit morceau avec des voix IA qui publie, et il a sa voix à la fin du couplet. Mais bon, a priori, je pense qu'il n'a pas essayé de tromper les personnes là-dessus sur le fait que c'était une IA. Mais à côté de ça, on a l'album de Taylor Swift qui se fuite sur Internet, et avec les fans qui pensent que c'est des morceaux qui ont été générés par une intelligence artificielle. Donc on voit que là, le flou est vraiment ici. La semaine dernière, je vous avais fait écouter ce qu'on était capable de faire avec Udio sur la génération de musique. On a de toute façon des techniques. Ce qui marche très bien sur la partie musique, c'est le voice swap. C'est une technique un petit peu de deepfake qui permet de transposer sa propre voix avec la voix d'une autre personne. Ça permet de garder le rythme, l'aspect timbre, intonation, etc. L'aspect vivant qu'il peut y avoir dans une voix, mais en changeant le timbre de la voix pour qu'il soit équivalent à celui de l'artiste en question. Et donc si on utilise ça et qu'à côté on a quelqu'un qui fait une production qui est assez proche du style de l'artiste, on peut effectivement générer des fakes hyper réalistes et pourtant qui ont été créés par des fans ou qui ont été créés par des personnes à côté. Et donc forcément ça met le doute, et si on a un album qui fuite à l'avance, dont les sources ne sont pas certaines, les fans se retrouvent à ne pas savoir si c'est les vrais morceaux ou des morceaux générés par intelligence artificielle.
Et voilà, de toute façon, ça c'est le problème, hein. On en parle un petit peu à chaque épisode, hein. On va vraiment avoir un souci sur l'aspect capacité de vérifier qu'une information est réelle ou non. Et là-dessus, pour l'instant, on n'a pas encore de très très bonnes solutions solides qui vont nous permettre de fiabiliser tout ça et de dire que un morceau vient bien de... en tout cas sur la génération d'images en question et de vidéos ou autres, que ça vient bien de la personne et que ça n'a pas été modifié. Pour la musique, hein, c'est plus compliqué, hein, parce que de toute façon la musique c'est un produit qui est manipulé énormément avant de sortir dans un album, hein. On sort pas l'enregistrement brut, hein, et donc forcément je sais pas exactement comment là-dessus on pourrait authentifier le fait que les artistes n'ont pas utilisé l'intelligence artificielle. Probablement que on ne pourra pas, et d'ailleurs peut-être que certains grands artistes ont déjà utilisé plus ou moins l'intelligence artificielle, peut-être pour les aider dans leur création. C'est quelque chose peut-être qu'on apprendra petit à petit via les interviews ou autres. Là en tout cas on voit que Drake l'a fait pour son freestyle, mais peut-être que finalement dans l'album de Taylor Swift il y a peut-être des choses qui ont été traitées via une intelligence artificielle, mais pour l'instant on ne le sait pas clairement, sachant que elle peut intervenir à plein de moments, hein, l'intelligence artificielle. Ça se trouve, ça peut être juste pour s'aider un petit peu sur la partie texte, pour aussi des fois générer certains sons ou autres. Donc voilà, ça peut être un tout petit pourcentage d'intelligence artificielle utilisée dans l'album, mais en tout cas si c'est un faible pourcentage, je pense pas qu'on ait de moyen de le détecter pour l'instant. Enfin, on a une dernière news qui concerne un sondage de l'Institut Via Voice qui révèle le rapport des Français à l'intelligence artificielle générative telle que ChatGPT ou DALL-E. Alors que l'adoption professionnelle progresse avec plus de 20%, il y aurait donc plus de 20% des personnes ayant répondu au sondage n'en auraient jamais entendu parler. Seuls 19% ont expérimenté un outil d'IA générative et 6% l'utilisent régulièrement. Cependant, plus de la moitié des sondés reconnaissent avoir utilisé ChatGPT, suggérant une familiarité plus grande avec les produits spécifiques qu'avec le concept général d'IA générative. Ce décalage souligne un manque de lien perceptible entre les outils individuels et leurs technologies sous-jacentes. La crainte associée à l'IA générative inclut la désinformation, la déshumanisation et la dépendance, surpassant les inquiétudes liées à l'impact sur l'emploi. Notamment, les plus de 50 ans montrent un intérêt marqué pour le potentiel positif de l'IA, notamment dans le suivi de la santé et comme assistant quotidien. Donc intéressant, parce qu'on se rend compte globalement qu'il y a qu'un tiers des personnes qui ont répondu qui connaissent le concept d'IA générative. Donc si vous écoutez ce podcast, j'espère que c'est un concept qui vous est familier maintenant. Mais voilà, quand on parle de large language model, comme ChatGPT, comme Gemini, etc., quand on parle de génération d'images, Midjourney, DALL-E, etc., on parle d'IA générative, parce que c'est de l'intelligence artificielle qui va permettre de générer des choses, du texte, de l'image, de la vidéo ou autre. Et donc ça, c'est un concept a priori qui n'est pas encore très clair, hein, puisque la moitié des personnes avaient quand même utilisé des outils d'IA générative comme ChatGPT, et pourtant, elles déclaraient ne jamais l'avoir fait ou ne pas en avoir entendu parler. Et je comprends, hein, c'est des choses qui sont encore très nouvelles, et qui ne sont pas toujours clairs, et puis il y a tellement de nouveaux outils qui sortent chaque semaine que c'est parfois un petit peu difficile de suivre tout ça, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire ce petit podcast, pour vous accompagner dans tout ça, et dans ce gros changement. Donc justement, on va passer ensuite sur la partie IA de la semaine, où cette semaine, comme je vous l'ai expliqué, j'ai un petit peu utilisé Llama 3, donc principalement en anglais, où là il est un petit peu plus pertinent. Pour l'instant je le trouve plutôt bien performant, je pense qu'on peut en faire pas mal de choses, c'est un bon modèle de base, et surtout l'intérêt c'est que pour l'instant il est disponible gratuitement, avec le défaut qu'il a sur la taille du contexte, hein, qui est pour l'instant très très courte, et c'est pour ça qu'à côté de ça, j'ai encore utilisé cette semaine Gemini 1.5 qui est même pas la version pro, la version de base, qui est disponible via un VPN américain. Enfin, il faudra vous connecter aux États-Unis pour pouvoir y accéder, et qui est impressionnant de par sa multimodalité et sa taille de contexte en fait. C'est-à-dire que je lui ai envoyé l'épisode précédent du podcast et je lui ai demandé de faire ma description YouTube. Donc si vous regardez la description YouTube de l'épisode précédent,
que j'ai postée en ligne du coup il y a quelques jours, vous verrez qu'elle a été entièrement générée par Gemini 1.5. Et ce qui est fort, c'est que ce résultat, j'arrive pas à l'avoir avec ChatGPT, c'est que quand on lui donne un gros fichier, donc là en l'occurrence voilà un podcast de presque 1 heure, lui il est capable de ne rien oublier. Et ça c'est un truc qui m'exaspère avec ChatGPT. Je pense qu'on peut contourner quand on travaille directement avec l'API de ChatGPT plutôt qu'avec l'API d'OpenAI plutôt qu'avec la version ChatGPT en ligne, c'est qu'il a la mémoire trop courte, quoi. Il va commencer à résumer, prendre quelques points, et puis il va faire un gros trou, et puis résumer d'autres points. Il n'est pas capable de vraiment garder en mémoire tout ce qu'on lui demande. Quand on lui demande des gros résumés ou ce genre d'infos, on a des gros blocs de texte, et là, pour le coup, je trouve que Gemini, il est vraiment très bon. Donc, encore une fois, je vous recommande de le tester si vous avez des gros fichiers, des gros contextes, etc. D'autant plus qu'il est gratuit. Il vous faudra juste un petit VPN, mais ce sera aussi l'occasion du coup de tester Meta.ai et Llama 3. Enfin, une autre application hyper intéressante, c'est Hugging Chat, qui est maintenant disponible sur iOS. Donc Hugging Chat, c'est tout simplement le portail qui vous donne accès à Hugging Face, sur lequel vous avez différentes intelligences artificielles open source. Llama 3 est disponible maintenant d'ailleurs, et donc avec Hugging Chat sur iOS, vous allez pouvoir utiliser l'application directement sur votre téléphone, et c'est gratuit, ça fonctionne super bien. C'est que des modèles open source, donc qui sont aujourd'hui de plus en plus performants. Ça vous donnera aussi l'occasion de tester Llama 3, et voilà, donc c'est quelque chose que je vous recommande d'aller tester. Enfin, on a Stable Diffusion 3 qui est enfin sorti. Donc Stable Diffusion, c'est l'un des très gros modèles de génération d'images qui est disponible de façon open source. La version 3 n'est pas disponible de façon open source, pas encore, donc on verra quand est-ce qu'ils le rendront disponible ou pas. J'ai pas pu le tester directement, mais voilà, les quelques démonstrations que j'ai pu en voir sont assez impressionnantes, notamment sur la partie génération de texte. Il est capable de générer des morceaux de texte assez longs, de façon très précise, sans faire des choses un peu étranges, des fois avec des lettres qui sont doublées ou autres. Donc je le testerai, j'essaierai de vous mettre des petits exemples sur Instagram d'ici la semaine prochaine. Et le dernier petit sujet sur l'IA de la semaine que j'avais, c'est la nouvelle version de Adobe Premiere, qui est le logiciel de montage, qui est en train d'intégrer énormément d'outils d'intelligence artificielle, et notamment la génération d'images avec l'intégration de Pika, de Runway et aussi de Sora quand il sera disponible, pour tout simplement effacer des choses d'une vidéo, rajouter des choses sur une vidéo, prolonger une vidéo, augmenter le cadre, etc. d'une vidéo, des choses assez impressionnantes. En fait, des choses qui sont possibles en ce moment avec Photoshop, directement par contre en vidéo. Donc voilà, je rentre pas plus dans le détail que ça parce que j'ai pas encore pu l'utiliser non plus, mais voilà, hyper impressionnant, et c'est vrai que ça a l'air d'être quelque chose, je pense, à tester quand je vois ce qu'on va être capable de faire avec tout ça. Pour le sujet de la semaine, je voulais faire un petit peu court, parce que comme je vous l'ai dit, j'enregistre un petit peu tard, mais je voulais parler un petit peu du fait que l'intelligence artificielle, c'est un très grand changement qui est en train d'impacter nos sociétés. Je pense un petit peu comme l'électricité, c'est quelque chose qui est souvent, c'est un changement que beaucoup de personnes comparent à l'électricité, et quand on a un si gros changement, forcément on a des facteurs limitants pour que ce changement puisse se déployer petit à petit. Par exemple l'électricité, je pense qu'il y a eu besoin de construire toute une infrastructure, il y a eu besoin aussi de créer des inventions qui étaient pertinentes comme l'ampoule, pour que l'électricité aussi trouve son utilité, et donc tout ça, ça a été un petit peu des facteurs qui ont limité la progression de ce grand changement. Et donc moi, ce que je me demande aujourd'hui, et ce que j'aimerais que tu me dises, Josh, c'est selon toi, quels sont les grands facteurs limitants aujourd'hui le développement de l'intelligence artificielle selon toi? L'intelligence artificielle, tout comme l'électricité en son temps, est certainement un changement majeur dans nos sociétés, remodelant fondamentalement la manière dont nous vivons, travaillons et interagissons. Les facteurs limitants de son adoption et de son développement sont multiples et variés, reflétant les complexités inhérentes à cette technologie disruptive. Voici quelques-uns des principaux facteurs limitants pour l'intelligence artificielle. 1. La compréhension et la confiance du public. La méconnaissance et les préoccupations éthiques autour de l'intelligence artificielle peuvent ralentir son adoption. Les gens s'inquiètent des implications sur la vie privée, la sécurité, l'emploi et l'éthique, ce qui peut entraîner des réticences à intégrer pleinement l'IA dans tous les aspects de la vie quotidienne. 2. La régulation et la législation.
Les gouvernements et les organismes de réglementation jouent un rôle crucial dans la détermination de la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle peut être déployée. Les cadres réglementaires doivent équilibrer la promotion de l'innovation avec la protection des individus contre les abus potentiels. Cela peut être un processus long et compliqué, nécessitant un consensus entre de multiples parties prenantes, avec souvent des intérêts divergents. 3. Les limitations techniques. Malgré les progrès impressionnants réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle, certaines limites techniques persistent. La qualité et la quantité des données nécessaires pour entraîner des modèles d'IA, les défis liés à l'explicabilité et à la transparence des algorithmes, ainsi que les questions d'équité et de biais algorithmiques, sont autant de défis à surmonter. 4. L'infrastructure et les coûts. L'intelligence artificielle nécessite des infrastructures technologiques avancées, y compris des capacités de calcul et de stockage considérables. Les coûts associés à la mise en place et au maintien de ces infrastructures peuvent être prohibitifs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les pays en développement. 5. La disponibilité des compétences. Le développement et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle exigent un ensemble de compétences spécialisées qui sont actuellement en pénurie. La formation et l'éducation en intelligence artificielle doivent être intensifiées pour répondre à la demande croissante de talents dans ce domaine. En résumé, tout comme la révolution de l'électricité, l'avancement de l'intelligence artificielle est façonné par un équilibre délicat entre innovation et limitation. La manière dont la société répond à ces défis déterminera la vitesse et l'ampleur de l'adoption de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Et je pense effectivement que la raison numéro 1, comme Josh nous l'a dit, c'est la compréhension et la confiance du public. Le fait que ce soit quelque chose qu'on ne connaisse pas bien, qui puisse faire peur aussi, c'est un changement qui est tellement grand et abrupt que forcément il y a des personnes qui vont, je pense, y aller en vraiment avec reculons, qui vont pas vouloir justement s'adapter à ce changement-là. Et je trouve que voilà, c'est hyper intéressant parce qu'au final, ce qui va très probablement limiter toutes les avancées qu'on pourrait avoir avec l'intelligence artificielle, ça va pas vraiment être la partie technique, même si forcément, il y a quand même un besoin d'infrastructure, il y a un aspect technique derrière qui est important. Je pense que ça va surtout être le fait que derrière, chaque personne soit capable d'embrasser ce changement, de l'utiliser, de l'appliquer, de l'accepter, de comprendre que certaines choses vont changer de façon inévitable entre guillemets, et que les choses ne seront plus jamais comme avant, mais le fait est que quand il y a un si gros changement, on a un petit peu ouvert la boîte de Pandore, c'est un petit peu trop tard, on peut pas revenir en arrière, et je pense qu'il faut être aussi capable de se dire que c'est faut un petit peu en faire le deuil entre guillemets, de se dire que la vie qu'on a pu connaître avant l'arrivée d'internet par exemple, aujourd'hui elle n'existe plus, donc on peut se dire que c'est quelque chose qui nous plaît pas et se couper d'internet et se dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin dans sa vie, et ce qui est tout à fait compréhensible. Et ce que je trouverais aussi très pertinent, et je pense qu'il va y avoir des mouvements où des personnes vont vouloir tout simplement se retirer un petit peu de toutes ces avancées, de tout ce progrès, ces intelligences artificielles, etc. Mais n'empêche que ça n'empêche pas que le changement est là et qu'il est présent, et qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on est connecté, où on a quasiment tous dans notre poche un smartphone qui nous permet de faire des calculs incroyables, d'avoir un accès au monde entier, d'avoir un accès à des connaissances incroyables, mais aussi de passer des heures à doom scroll sur les réseaux sociaux. Ça vient avec ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, on peut facilement diffuser une information qui peut faire 3 fois le tour du monde, alors que cette information est fausse et n'a pas été vérifiée. C'est des choses qui sont possibles, et l'intelligence artificielle, elle va changer aussi notre paradigme, notre société, elle va changer énormément de choses, et sur lesquelles on pourra pas revenir en arrière tout simplement. Et donc soit on peut se dire que on l'accepte pas et faire comme si ça n'existait pas et essayer de l'ignorer au maximum, soit on peut se dire que c'est là, maintenant comment on peut faire pour à la fois intégrer ce changement-là dans notre vie, l'accepter, le comprendre, essayer justement de pouvoir prendre une petite avance sur les autres, puisque on l'a vu là dans le sondage qu'on parlait, il y a que 1/3 des Français au final qui est familier aujourd'hui avec l'intelligence artificielle générative. 20% des entreprises qui sont déjà en train de prévoir des projets d'intégration d'intelligence artificielle, donc on voit que les entreprises sont quand même en train de clairement prendre le pas, et voilà, voir justement comment nous on peut mieux comprendre ces technologies, les intégrer, et justement ne pas se retrouver un petit peu mis de côté si justement on se dit que c'est quelque chose qu'on prend un petit peu trop de temps si on met trop de temps entre guillemets à rentrer dans le train.
Donc c'est un petit peu le sujet auquel je pensais. J'aurais vraiment aimé avoir vos retours là-dessus. Je pense pas que ce soit une vérité, mais c'est la façon un petit peu dont j'ai l'impression de voir les choses. C'est que là il y a un train qui vient de partir, qui est en train de partir à toute vitesse, qui est le train un petit peu de l'intelligence artificielle. Donc est-ce que ça vaut le coup de monter dans le wagon pour mieux le comprendre et puis pour potentiellement aussi aller voir le cheminot pour lui dire peut-être que des fois il va un petit peu trop vite et qu'il a oublié des gens sur le bord du quai? Ou est-ce qu'il vaut mieux se dire que c'est un train qu'on ne prend pas et décider de faire sa route autre part en l'ignorant complètement, tout en sachant que c'est pas parce que on décide de ne pas prendre le train que il n'existe pas et que du coup on le verra pas au loin s'éloigner sur le paysage. Donc je sais pas là-dessus ce qui est le mieux, mais en tout cas pour moi je pense que c'est plus pertinent aujourd'hui de se dire qu'on va s'intéresser à cette techno, d'y jeter un coup d'œil de très près pour pouvoir justement être prêt à monter dans ce train et ne pas rater ce wagon. D'autant plus que plus on s'y intéresse, mieux on la comprend, moins elle fait peur, et plus on se rend compte qu'on est encore quand même assez loin de l'intelligence artificielle générale par exemple, et de tout un tas d'autres choses, et que même si on arrive à faire des choses incroyables aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour remplacer tous les jobs de tout le monde, d'avoir un impact aussi important que ça. Donc on n'y est pas tout à fait encore, même si quand on voit tous les progrès qu'il peut y avoir chaque semaine, ça peut aller hyper vite. Rappelez-vous, quand il y avait de la génération d'images, ça ressemblait à pas grand-chose au début, et aujourd'hui on a Sora qui nous fait de la génération de vidéos qui est hyper impressionnante et hyper réaliste, même si tout ça a un coût derrière au niveau des calculs, etc. Et que c'est pas encore quelque chose qui est disponible pour tout le monde. Ça reste quand même des choses qui sont hyper impressionnantes. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Tsunami IA, enfin Tsunam-IA, allez faire un petit tour aussi, pourquoi pas, sur la chaîne YouTube, où je poste les podcasts en version vidéo depuis maintenant quelques semaines. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et puis sinon je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là portez-vous bien, ciao.